S'il y a quelqu'un qui incarne le rock critique, c'est lui. Philippe Manœuvre, bonjour. Bonjour Patrick. On ne pouvait pas appeler autrement un livre qui raconte votre vie, Philippe, ça s'appelait Rock. Et parce pourtant, que c'est quand même une vie de rock. Et pourtant, on a eu des doutes, on s'est posé des questions. Et puis, c'est un moment, ma femme qui dit « Mais pourquoi tu n'appelles pas Rock ton bouquin ?» Parce que... Et là, c'est devenu une évidence biblique, quoi. Oui, c'était ça. Faut pas aller chercher plus loin. Non, voilà. Parce que le rock, c'est quoi ? C'est quoi être rock ? Parce que c'était une grande question. C'est quoi être rock'n'roll ? Alors, c'est aimer le changement, c'est aimer les changements de société, c'est aimer dire le roi est nu, c'est pas être dupe des miroirs aux alouettes de la pop, c'est aimer la musique, quoi. C'est donner sa vie pour la musique, être prêt à tout. Et c'est grandir en province comme vous, en écoutant quoi à la radio, mais sans l'avoir choisi, Clo-Clo et Sheila, quoi. Oui, c'est ça que vous dites, hein. Mais des fois, on entendait Johnny Hallyday, et ça nous semblait quand même très rock au milieu du flot de « Si j'avais un marteau »,« Belle, belle comme le jour », et « Je suis une fille de français moyen »,« Sacré Charlemagne ». Et parfois, il y avait Johnny, et on se disait « Ah, c'est donc ça le rock ». On ne savait pas. C'est fou. Mais ça nous semblait quand même que c'était bien, quoi. Ça changeait. Il y avait de la guitare. Ouais. Il y avait, le rock, c'est la guitare. C'est l'arrivée d'un instrument nouveau dans une France où l'accordéon est l'instrument principal. C'était Yvette Horner. Ah ben c'est Yvette Horner. Ouais. C'est le président de la République qui joue de l'accordéon. C'est tous les bals de France, c'est des accordéonistes, et Aimable, André Verschurel, etc. Enfin, l'accordéon est l'instrument roi dans les années 60. Et nous, on arrive avec une autre idée, quoi. Nous, on aimerait bien que ça soit la guitare électrique, l'instrument roi. Oui, quoi. mais ça vient pas comme ça. Alors un jour, vous passez devant une vitrine, vous racontez dans ce livre, vous dites « Oh ben merci, je vois une pochette de disque. C'était Between the Buttons. » Oui. Ah ça vous intrigue. Alors, Mais qu'est-ce que c'est que ce déjà, truc ? il n'y a pas le nom du groupe, il n'y a pas le titre du disque, il n'y a rien. Il y a une photo de 5 bonhommes dans le brouillard. Et je me dis, oh, ça, c'est un truc qui monte, quoi. C'est de la bande de mecs. Ils ont l'air de savoir ce qui se passe, ceux-là. On a envie d'être dans leur bande. C'est un instinct qui fait de moi un fan des Stones. Je ne connais même pas le nom du groupe. Oui. Et puis après, je vais travailler pour ça. Et en 1979, au bout de 12 ans d'efforts, je rencontre Monsieur Keith Richards au Ritz, place Vendôme. Quelle incroyable aventure que votre vie. Un roman, c'est le titre d'ailleurs, le sous-titre du livre. Hein. Voilà, je me suis dit, mes confrères journalistes vont dire, non mais il en a trop vu, c'est pas possible. Et alors, à l'époque, voilà, je me suis dit, roman autobiographique. Parce qu'en plus, j'ai pas raconté tout. C'est pas une autobiographie de 800 pages, avec la cure de désintox, l'enfance malheureuse. Non, moi j'ai une enfance heureuse. Mais je m'excuse d'ailleurs, mais j'ai pas été battu par mes parents, ni violé, ni rien. J'ai été heureux de vivre dans la Marne avec toutes ces musiques incroyables qui nous arrivaient, les Mothers of Invention, Soft Machine, Pink ça vous Floyd. rendait fou. Alors, vous racontez, votre premier 45 tours, c'était The Equals. Oui. C'est vrai, vous vous rappelez de ça ? Mais oui, c'est inoubliable. D'abord, c'était un groupe mixte où il y avait des noirs et des blancs. Il y avait deux skinheads et puis 3 blacks jamaïcains. Et ils chantaient, en fait, ils faisaient une parodie des Stones qui s'appelait Baby Come Back, mais en fait, c'était Satisfaction. Et je l'ai rencontré, le chanteur, après, parce qu'il est devenu super connu sous le nom de Eddie Grant. Oui. Et en 1982, on me l'a amené à France Inter où je faisais l'émission. Et là, je sors mon petit 45 tours et il me dit, mais c'est pas possible, c'est nul, c'est ridicule, c'est ce que j'ai fait de pire. Je lui dis, ouais, mais moi, j'avais 14 ans et je vous avais au cœur, les Equals. Donc, alors un jour, vous y arrivez, votre père à la maison, il est complètement déconfit. Il dit, oh là là, vous avez entendu ce qui vient d'être dit. John Lennon a dit que les Beatles étaient plus célèbres que Jésus-Christ. C'est pas possible. Et là, mes parents étaient choqués. Aussi choqués que par l'assassinat du président Kennedy. C'était vraiment... Et en plus, mon petit frère disait, en réfléchissant bien, mais il a raison, les... Donc, oui, c'est 1966, c'est avoir 12 ans dans les années 60, dans une France hyper heureuse, quoi. Il n'y a pas de chômage, il n'y a pas de sida, il n'y a pas d'acte de terrorisme. Tout va bien, quoi. C'est une ambiance formidable pour la musique, parce qu'on a tous envie d'écouter The Cream ou The Rolling Stones, les Beatles, bien sûr. Tout ça, c'est nos dieux, c'est des nouveaux dieux. Et alors, il y a un magazine qui s'appelle Rock and Folk. Et le numéro 79, je crois, vous décidez d'envoyer votre courrier des lecteurs. Voilà. Je proteste. Et il est publié. Ouais, je proteste parce que je trouve que Iggy and the Stooges n'ont pas été assez bien défendus. Ils n'ont pas été attaqués non plus, mais ils n'ont pas été assez violemment défendus. Donc, je pique ma petite crise d'adolescent, quoi. J'envoie une lettre et alors, très bizarrement, il y a une réponse.
une réponse du rédacteur en chef, ce qui n'était jamais arrivé dans l'histoire. C'est très étrange. Le rédacteur chef me fait une réponse et il me dit « Vous manquez d'humour ». C'est bien écrit, c'est très bien, mais ça manque un peu d'humour, vous voyez. Et donc je prends ça comme une gifle et je me dis, bon, à partir de maintenant, il y aura gag. Je vais faire, mais avec de l'humour, ok, puisque Rock et Folk me répond en personne. Je suis le seul à qui a eu droit à une réponse dans l'histoire du journal. C'est quand même étonnant, puisque je vais devenir rédacteur en chef de Rock et Folk. Et une grande aventure en avec 1993, voilà. Absolument. Alors, vous voyez là, la pochette des Stooges. Ah oui. C'est un groupe qui vous marque beaucoup parce que c'est raw power. Iggy Pop, d'ailleurs, on va dire, alors une petite parenthèse, il y a tellement de choses dans ce livre, c'est Iggy Pop va vous remettre la médaille des arts et des lettres à vous, Philippe Manœuvre. C'est Iggy Pop lui-même. Oui, j'ai été nommé chevalier des arts et des lettres, et donc à un moment, le ministère de la Culture m'a fait savoir qu'il fallait qu'on me remette ma décoration, sinon elle n'allait pas être considérée comme valable, et il me fallait que ça soit remise par quelqu'un qui était lui-même des arts et des reconnu par les arts et les lettres, donc j'ai choisi Iggy Pop. Ah bah c'est un beau choix. Et parce que, alors en plus, c'était génial, parce qu'après, on a eu une petite conversation, et il m'a dit, tu verras, t'es chevalier, tu te réveilles le dimanche matin, t'y penses dans ton lit, tu dis, je suis chevalier, c'est un bon sentiment. Et c'est vrai qu'en France, c'est la seule médaille qu'on puisse recevoir. C'est autre chose qu'un fait militaire, quoi. C'est pas une action policière ou militaire, donc c'est chevalier des arts et des lettres. Alors on voyait Raw Power à l'instant, la pochette mythique de cet album, qui aura mis finalement 40 ans avant d'être avant connu. de 100 000 exemplaires en France. Vendre quelque chose. Mais c'est arrivé C'est finalement. un disque important pour vous, mais c'est votre première chronique, Raw Power. Ben oui, voilà, ce disque. Alors en plus, c'est une époque, c'est le glam, c'est produit par David Bowie, qui lui avait bien sûr repéré les petits frères des Stones, un peu toxiques, un peu violent, un peu sauvage, c'était les Stooges. Et c'est pour ça que le livre commence par un chapitre « Je suis dans le bus des Stooges ». Avec votre fiston. Bien longtemps après, avec ma fille, Manon, voilà. Non, mais, et c'est quelque chose, c'est un bon sentiment. C'est un moment où j'ai 50 ans et je suis là avec ma fille de 17 ans et on est autorisé à faire la route avec les Stooges dans leur bus. Ben, on se sent bien, quoi. On a une bonne place dans l'univers à ce moment-là. Il y a une autre histoire, c'est quand même le train des Stones. Ça, c'est un grand souvenir pour vous. Bah oui, parce que c'est mon premier boulot. Je suis stagiaire à RTL, au service de presse. Et un des premiers boulots, j'arrive en septembre, et en octobre, RTL, découvrant que les Rolling Stones sont interdits de séjour en France pour comportement toxique dans la région marseillaise, RTL dit, bah nous, on va louer des trains à la SNCF, et on va emmener les pèlerins des Stones à Bruxelles, et ils vont faire un concert l'après-midi que pour les fans français. Donc tout est organisé avec les Stones. Et surtout, alors, c'est fou d'arriver Gare du Nord. Jusque-là, le rock, c'est un truc qu'on écoutait à 3 ou 4 dans une chambre. Vous voyez, on était là dans une petite chambre avec notre Tépaz, on écoutait ça avec les copains. Et en arrivant en Gare du Nord, mais on est 5000. Donc là, on se dit, mais on est une armée, quoi. En fait, le rock, ça va être énorme. On est nombreux à aimer ça. C'est une révélation, quoi. Ouais. 73. Vous vous posez une question d'ailleurs à un moment dans ce livre, vous dites, est-ce que vous préféreriez vieillir comme Mick Jagger ou comme Bob Dylan? Alors répondez, Philippe Manœuvre, répondez, vous ne le dites pas dans le livre. Je suis estomaqué par la forme de Mick Jagger. Oui, franchement, si je pouvais avoir les genoux de Mick Jagger et le cerveau de Bob Dylan, je serais très content. Vous auriez le prix Nobel du rock and roll. Oui. Mais vous, Philippe Manœuvre, vous racontez des choses, on ne peut pas tout dire. Mais par exemple, alors on parlait des Stones, il y a Marianne Faithfull. Écoutez, quand même, vous absorbez certaines choses pour faire cette interview. En 76, quand on rentre dans l'entourage des Rolling Stones, oui, c'est des gens un peu toxiques, c'est plus de la rigolade. Donc il y a des petits paquets de drogue. Vous commencez à vous envoyer des trucs dans le nez, quoi. Oui, j'ai failli mourir. J'étais un peu inconscient. Je me suis fait. Il m'est arrivé le même truc que Uma Thurman dans Pulp Fiction. Elle a cru qu'elle prenait de la coke et boum, c'était autre chose. Elle a failli mourir. Bon, moi, c'est un peu pareil. Sachant que moi, ça se passait à l'Empire, le théâtre où Jacques Martin faisait ses émissions. Et on aurait pu vous retrouver là. On aurait pu me retrouver mort dans les toilettes, dans les loges de l'Empire de Jacques Martin. J'aurais pas apprécié. Jacques Martin non plus. Je pense que ça n'aurait pas été terrible pour le rock en France. Donc je suis très content d'avoir survécu. Et après, pardon à Lady Marianne, qui vient de sortir un album exceptionnel, mais on s'est revus de nombreuses fois. Et elle m'a invité à sa remise
chemise de commandeur des arts et des lettres. Donc vous voyez, tout va bien entre nous. Alors, vous avez les chapitres le punk, c'est les Sex Pistols, vous découvrez vous allez avec les Clash, vous êtes copains avec les Clash, vous avez des aventures de malades. Oui, on a fait la tournée. Alors avec les Sex Pistols, eux, ils étaient interdits parce qu'ils avaient sorti une chanson God Save the Queen pendant le jubilé des 50 ans de la reine d'Angleterre. Donc ça passait pas. La BBC avait évidemment interdit le morceau. Comme ça pouvait passer nulle part, il n'y avait pas de radio, pas de télé. Le manager des Pistols a dit on va aller jouer la chanson en face de Buckingham Palace. On va louer un petit bateau mouche, puis on va aller lui donner une aubade le jour du jubilé. Inutile de vous dire que la brigade fluviale n'était pas d'accord, qu'on s'est fait arraisonner, ramener au port, mais on a quand même joué. Ils ont joué leur chanson et c'était un bon sentiment punk, quoi, en plein dans toute cette censure, dans tous ces non-dits, parce que les Anglais sont assez vicieux là-dessus. C'était très étouffé leur censure. C'était pas clair. Ben là, au moins, ça a fait un tapage, un joli barouf, quoi, comme on dit. Et après, les Clash, les Clash m'ont invité à suivre la tournée London Calling en Écosse. Donc j'ai fait Édimbourg-Glasgow avec eux, 3 dates, quoi. Mais c'était bien d'être là avec eux dans le bus. Encore une fois, parce que entre deux villes, on discute, on s'épanche, on se raconte, on découvre les gens tels qu'ils sont vraiment, pas tels qu'on les voit sur scène ou rapidement en coulisses. Là, on est dans le bus pendant 5 heures de route. On découvre les vrais bonhommes. Ouais, non mais quelle histoire. Métal Hurlant, magnifique revue. Vous avez rencontré Moebius, Druillet. J'ai travaillé pour eux. Jodorowsky. Voilà, tous ces gens. Ça, c'est du rock and roll. Hein, la BD aussi. La c'est BD, une contre-culture qui est là. Bien sûr, c'était des dessinateurs qui voulaient se libérer un petit peu du papa Goscinny, qui était très, très castrateur, il faut bien le dire. Hein. C'était vraiment un patron à la mode des années 50. Et après mai 68, les types de Métal Hurlant, il y avait Druillet, Moebius, Nicolet, Dionnet, Serge Leclerc, Yves Chaland, Margerin, Franck Margerin fait ses débuts là. Donc c'était magnifique d'aider cette équipe de types pour qui j'avais une admiration incroyable. Enfin, c'était nos dessinateurs. C'était pré-Star Wars. Ils avaient commencé leur journal en 75, 2 ans avant que sorte le premier Star Wars. Donc là, c'était vraiment les gars qui aimaient la science-fiction avant qu'elle devienne populaire. Vous avez même travaillé pour Playboy. Et alors, pour Playboy, vous arrive un truc de malade. Vous proposez d'aller interviewer Gainsbourg. Ah oui. Vous faites, alors vous dites, on va le dire, 3 jours avec Gainsbourg, bourré du matin au soir. On buvait pas, on picolait sec. Ah. Ouais. Gainsbourg avait 51 ans, moi j'en avais 25, et on était un peu dans une relation père-fils. Voilà, c'est un peu le père et le fils, ou le grand frère et le petit frère. On est soudés par le goût de l'alcool, mais surtout le goût de la musique. Moi, Gainsbourg, pour moi, c'est un géant. C'est un des seuls avec Paul Naref dont j'achetais les 45 tours. J'avais Elisa, j'en avais ce qu'il avait fait pour Bardot, Harley Davidson. On était fanatiques de ça. Voilà, on avait bien repéré. Il était rock, quoi. Il nous donnait une pop qui nous plaisait. Oui. C'était Vous racontez des trucs de malade. Par exemple, un jour complètement bourré, à 3h du matin, il téléphone à Brigitte Bardot. Oui, dans une boîte, on est dans une boîte de nuit à l'Élysée Matignon, que vous avez peut-être connu, Patrick. Donc, donc à l'époque, quand on veut téléphoner, on demande au DJ de baisser le son de la boîte et de nous donner le téléphone. Et il vous dit, je vais appeler Bribri. Voilà, il dit, je vais appeler Bribri. Donc il sort un petit carnet. Et il fait le numéro, toute la boîte, tout le monde est là. C'est fascinant quand même. Il est 3h du matin. Serge Gainsbourg va appeler Brigitte Bardot. On est là. Bon, inutile de vous dire qu'il s'est fait recevoir. Elle a décroché, mais ils n'ont pas eu une très longue conversation. Après, Serge était un peu choqué, un peu déconfit. Mais tout le monde lui disait, mais c'est génial, t'as appelé Bardot. Waouh, t'es un bonhomme, on est content de te connaître. Enfin, non, mais c'est des ambiances alcoolisées. En parlant de carnet, vous dites qu'il avait toujours un carnet de blagues avec lui. Oui. Un carnet de blagues. Gainsbourg adorait raconter des histoires drôles et il avait comme il oubliait la fin, il se souvenait toujours des débuts, mais il oubliait la fin. Donc il avait un tout petit carnet et avec des pages en papier Bible, un peu de chez Smithson of London. Il avait toutes ces blagues notées. Un jour, on est revenu de Val d'Isère où il avait été président du jury du Festival du cinéma rock que j'avais organisé. Et dans le train, il nous a régalé. On aurait eu un magnéto
photos. On faisait un album Gainsbourg, comme le Gainsbourg inconnu. C'est vrai. Alors, il avait les clés de l'appartement de Dali et il allait dormir dans le lit de Salvador Dali. Il n'allait pas que dormir, Ah oui. il allait forniquer avec sa maîtresse. Il lui disait Dali est parti à Cadaqués. Donc on a les clés de l'appartement. Il emmenait sa copine de l'époque et il faisait tac-tac dans le lit du maître, quoi. Je pense que c'était un acte. Il voulait que le génie de Dali lui retombe dessus, hein, sans doute. Mais il m'a raconté ces anecdotes. Évidemment, il ne les a pas racontées à son biographe. Dès que Gilles Verland a dit je vais devenir le biographe de Serge. Ah, il a dit je ne veux plus l'inviter, lui. Voilà, il est en train d'écrire ses. Serge refuse de l'inviter parce qu'il dit il va écrire ma bio, il pourrait raconter les trucs. Alors j'ai dit bah oui, vu qu'il écrit ta bio, ça serait mieux. Mais du coup, il n'était plus invité jamais. Donc c'était une situation. Non, mais c'est très drôle de vous raconter qu'alors, il n'aime pas la chanson de Gilbert Bécaud, Je reviens te chercher. Non. Parce qu'il dit ça se fait pas de dire à une fille attends, il y a le taxi qui est en Dépêche-toi, bas. il y a le taxi en bas. Donc il lui dit, et il avait qu'à ajouter compteur B, vas-y mon gars. Enfin, là, pour Gainsbourg, il y avait une faute. Il y avait une faute Ouais. de goût. Et il comprenait même pas qu'une maison de disques ait pu sortir ça, quoi. C'était vraiment. C'était un dandy. Ouais. Un jour, il entend Jean Ferrat qui chante La Montagne, il dit oh, ben, garde-le ton camembert et ta montagne. Reste-y dans ta montagne avec ton fromage de chèvre et ton couteau au Pinel. Moi, je suis chez Castel avec des top modèles à boire du champagne. Donc, Ouais. Un non, jour, mais- il vous dit, Philippe, un truc très personnel, parce qu'évidemment, il a vieilli, il est malade, il est fatigué. Et il vous dit, je vais crever, quoi. Il y avait il était devenu très négatif. Je ne sais pas ce que lui avait Parce dit. qu'il buvait plus, vous dites. Quand Voilà, il buvait avait plus, il arrêté perdait de sa joie boire. de vivre. Ben, c'est très dur. Moi aussi, j'ai vu ça quand j'ai arrêté de boire en l'an 2000. J'ai fait un peu un break. C'est dur, on a du mal. Et alors il était très sympa, il me disait, tu sais, je bois plus, je dois être très chiant, donc si tu t'embêtes, tu te casses, hein, tu me dis rien, tu te lèves, tu t'en vas hein, de chez lui, alors qu'il me recevait rue de Verneuil. Donc, et puis il voyait tout en noir. Je lui disais, mais ton coffret, c'est formidable, ton coffret. Il me disait, ça fera une belle pierre tombale. C'est pas content. Et c'est vrai qu'un flic lui avait donné un pistolet chargé. Alors, il avait trouvé un vieux pistolet et il s'était procuré des balles. Et des fois, il me téléphonait la nuit en me disant je vais me suicider. Alors, moi, j'essayais de trouver des raisons, quoi. Il faut lire dans le livre cette anecdote parce que là, on peut pas tout raconter. C'est fourmillant tout ça. Mais, c'est Alors, vrai, c'est on vrai. pourrait parler de des heures, mais Johnny, juste dire quand même, Johnny Hallyday. Alors lui aussi, des soirs arrosés. Vous racontez que vous le portez sur votre épaule, Johnny. Bah, sur mon dos, je le ramenais comme on traîne quelqu'un. Je me souviens de ces Santiago qui faisaient des sillons derrière. À l'époque, oui, c'était Avoriaz et Johnny Hallyday. Moi, je croyais qu'avec Gainsbourg, j'avais dépassé toutes les limites de l'alcoolisme mondain, mais avec Johnny Hallyday, c'est là où c'est devenu sérieux. Parce que Johnny buvait tout le temps. Même quand on était au cinéma, il avait pensé un truc que Gainsbourg n'avait même pas pensé. Il se faisait amener un pack de Henken pendant le film. Ah oui. Il buvait ses Henken, il avait son ouvre-bouteille bien rock, accroché à la taille. Ça y est, c'était là, à un moment, on se dit, mais il faut qu'on s'arrête de boire un peu, non? Et Johnny, c'était un colosse, c'était un rocker, il était là pour repousser les limites, pour amener un peu de chaos si possible, hein, créer l'incident tout le temps. Il savait bien mettre le doigt là où ça fait mal. Et puis, c'était un roi du rock, hein, il avait son entourage, Pierre Billon, etc., enfin tous ses copains qui étaient là. Mais comme un gamin, dès qu'on était dans un club, s'il y avait un groupe qui jouait un truc qui ressemblait à du rock, au bout de 5 minutes, il se tournait vers nous, il disait « Ah, faut que j'y aille !» Et là, il montait sur scène, il prenait le micro, mais il chantait comme s'il était à Bercy. C'est ça qui était incroyable. On lui disait « Mais Johnny, t'es dans un club à Val d'Isère, économise-toi !» Oui. C'est un truc qu'il ne savait pas faire. S'il y avait 15 mecs, il allait mettre le boulet, comme si on était 90 000, quoi. C'était extraordinaire. C'était un bonhomme. Extraordinaire, Ouais, c'était un bon bonhomme. souvenir. Et j'écoute vraiment son nouvel album avec un grand plaisir. Et j'ai des petits Mon pays, c'est frissons. l'amour. Mais ça, c'est drôle que ça soit un rock incroyable, genre « Mon pays, c'est l'amour !» Et puis il y a ce Made in Rock and Roll qui nous rappelle toutes ces grandes époques. On le sent pas fatigué d'ailleurs. Non, il a une voix incroyable. très claire, très belle.
Il n'a pas fumé depuis 1 an. À peu Ça vous a près. pas étonné, vous, Philippe, le succès de ce disque, presque 1 million d'exemplaires? Bah, vous savez, alors il y a eu des précédents, il y a eu l'album de Jacques Brel, Les Marquises, ça arrive quand même 2 ou 3 fois dans l'histoire, il y a eu des choses, le David Bowie est mort le jour de la sortie de son dernier album, alors, Ouais. mais David Bowie avait fait un disque sur la maladie, il avait fait un disque sur le cancer, il avait fait un disque de malade, où la maladie nous angoisse à tous les sillons, alors que Johnny, pas du tout, il a fait un disque de survivants, de mecs qui voulaient partir en tournée, qui voulaient niquer le cancer, qui voulaient continuer à vivre, quoi. Ça nous touche, ouais. C'est vrai. Bah parce qu'on se dit, c'est la dernière fois qu'on va aller acheter un Johnny nouveau. Il y aura des trucs à Abbey Road avec des grands orchestres symphoniques, on prendra sa voix, on la recollera dessus, mais là, À la manière le nouveau d'Elvis, disque quoi. de Johnny, Ouais. c'est la fin de l'histoire, là. Ouais, d'ailleurs vous dites c'est le vice français, mais on pourrait parler de ce livre. Il y a tellement de choses dans cette vie romanesque, Bah, merci, Philippe Manœuvre, merci, parce que Patrick. derrière il y a quand même un petit truc. Je voudrais qu'on dise un mot, c'est quand même quand vous faites de la télévision, que vous rencontrez De Greff, qui est un monteur avant de devenir bientôt le patron de Canal, et que vous rencontrez un personnage qu'on a tellement aimé à TV5 Monde, qui était Freddy Auxerre. Ah bah oui, c'est mon premier, c'est grâce à Freddy que j'ai fait mes débuts, enfin mes secondes étapes à la télévision rock, en interviewant les Deep Purple, Ian Gillan. Puis après, il m'a souvent invité dans ses émissions. Freddy, c'était un baroudeur. C'était un type qui avait déjà la cinquantaine bien sonnée, mais il avait fait le Vietnam et il avait fait l'Algérie. Et il avait ramené et Beyrouth, et il avait ramené des images incroyables. Il travaillait pour 5 colonnes à la une, pour le journal. Et à l'époque, les types y allaient en crapahutant avec la caméra, ils risquaient leur peau. Et donc, ce Freddy Auxerre, à qui la télé française ne pouvait rien refuser, lui dit: qu'est-ce que vous voulez faire? Il dit: je voudrais faire une émission musicale, une émission rock, le voilà, avec son regard de chien fidèle. Magnifique, hein. Et il a fait cette émission, il a fait les Stones, une émission qui a été revendue dans 50 pays, où il avait filmé les Stones aux abattoirs. Ouais, et c'est parce qu'un jour il ne veut pas aller interviewer Ian Gillan de Deep Purple, c'est vous qui le remplacez. Il C'est pouvait comme pas, ça que ça commence. il était bloqué dans le sud des États-Unis. Donc De Greff m'appelle, me dit: Freddy Auxerre avec les Allman Brothers dans le sud. Est-ce que vous pourriez, Monsieur Manœuvre, venir interviewer les Deep Purple à Cognac-Jay en plus? Mais moi, je suis rentré à Cognac-Jay, j'étais là, genre, enfin, c'était un nom qui faisait rêver, quoi. À vous, Cognac-Jay. On entendait ça depuis toujours. Alors, à 22 ans, vous rentrez à Cognac-Jay pour faire un peu de télévision. Ouais. Mais ça, c'est ça qui est beau, Philippe Ah Manœuvre. ouais, et en plus, C'est que- c'était payé, ouais. car la télé, En à plus, c'était l'époque, payait, vous vous rendez compte? Ça paye plus, non je rigole. Non mais c'est quand même extraordinaire dans ce livre, c'est qu'on retrouve le gosse comme ça, qui rêve du rock. Là, il y a, par exemple, ça c'est sorti, parce que j'avais fait des il y a un an. anthologies, des meilleurs albums, etc. Ça c'est les albums moins connus, les Voilà, collectors. les collectors. Mais en fait, c'est comme un gosse, vous êtes avec vos disques comme ça à la main, vous vous dites, ça vous provoque encore un battement de cœur. Mais total, en vous quittant, je vais aller faire un magasin de disques voisin, là, dans le 17e, Étoile Disque, je vais aller voir. J'aime la musique, j'aime le rock. Franchement, j'écoute pas de jazz, j'écoute pas de musique classique. C'est le rock, si j'ai 10 minutes, j'écoute un disque de rock, c'est un plaisir, c'est un bonheur. Ouais. C'est un livre ouvert pour Vous moi. amèneriez quoi? Allez, l'île déserte, là, vous amenez 2, 3 disques, allez. J'amène mon téléphone. Vous savez, sur Vous l'île amenez déserte. Electric Ladyland. Parce que là, vous avez quand même Et écouté ça. qui va être édité Oui. cette semaine, ça ressort pour les 50 ans. Jimi Ils vont- Hendrix, Le ouais. double blanc des Beatles. Qui est un monument, et puis Exile on Main Street des Rolling Stones. Voilà, 3 disques, Avec plus ça, vous êtes content. un Stooge Fan House. Ouais, en Fan fait, House, vous amenez toute votre discothèque, là. si je peux en avoir 5, ça serait bien, quoi. Voilà, ça serait bien aussi d'emmener un disque qu'on connaît pas. Un disque qu'on n'a jamais écouté. Bah là, il y en a plein, là. Là, il y en a là, plein. ouais, il y en a Ouais. plein. Hein. Si je vous dis, je sais pas, moi, le groupe T2. Ah, Hein. T2. T2. Non, c'était du grand hard rock anglais. Enfin, il y a eu des époques fabuleuses. Là, en ce moment, c'est plutôt une belle époque pour le hip-hop. C'est nos copains du hip-hop qui sont en train de prendre un peu tout ce qui arrive. Ouais. Parce qu'il faut dire que vous adorez la musique black, vous adorez James Brown, vous J'adore adorez James Brown. Moi, j'adore les Otis Meters, Redding, vous adorez tout ouais. ça. Ah ouais. Ouais. J'étais un des premiers à dire, mais on peut aimer le rock et les musiques noires. Enfin, c'est quoi le problème à une époque où il y avait d'un côté les Minets, de l'autre les rockers, ils avaient des Shetland, on avait des Perfecto. Non, quoi. James Brown, c'est pour tout le monde. C'est pas pour une chapelle. C'est pas, enfin, vous voyez, Sex Machine, quoi. Allez, rock, ça résume tout. C'est vous, Philippe Manœuvre. C'est Merci. un livre formidable que votre parcours, Ma vie est un roman, édité donc chez HarperCollins. Merci beaucoup, Philippe. Merci, Patrick.